Du coup, dans VMware, on va recréer une nouvelle machine. Celle-là, je vais la virer. Celle-là, je vais la virer aussi, si elle veut bien. C'est vrai, je ferai mon tri tout à l'heure. Donc, on fait une nouvelle machine. On va la faire en Linux, puisque le Proxmox est un Linux. Et sauf que là, on n'est pas sur du Debian 12, on n'est pas sur de l'Ubuntu, on est sur du Debian 12 en 64. Donc là, on va l'appeler Proxmox pour la retrouver. Donc ici, on va lui mettre un petit poil plus de place quand même. Ouais, c'est ça. Donc on va lui mettre, allez, 80. Je pense pas qu'on va remplir autant, mais on va. Ouais, bon. On va refaire il faudra retirer toutes les autres machines, les ESX et tout, tu vas pouvoir les retirer. Pour l'instant, il n'y en aura plus besoin. Non, là, faut quand même mettre un petit peu parce que du coup, on va mettre une ISO dedans, on va voir pour installer une machine quand même et tout. Du coup, au moment de la création, par contre, donc bon, vous pouvez laisser en NAT. Vous passez bien sur votre réseau qui est en NAT. Au niveau des processeurs, on va en remettre un processeur et 6 cœurs, histoire d'avoir un petit peu de. Et surtout, comme pour le SX, il faut bien cocher le Virtualize Intel VTX EPT. Donc, oui, tu peux le laisser en NAT, mais mettez bien en custom si jamais vous avez changé votre NAT pour être sûr d'être sur le bon. Donc si vous cochez pas ça, vous allez pouvoir faire l'installation quand même, mais c'est quand vous allez vouloir lancer des machines virtuelles à l'intérieur qui vous laissera pas faire. Oui. Et la RAM, on avait dit quoi, 12288 tout à l'heure pour l'autre. Donc on va remettre la même chose, 12 Go. Même si ça nous laisse de la marge. 12288 pour 12 Go. Normalement, on ne devrait pas utiliser ça à fond non plus de toute façon, mais. Et quand vous avez fait ces réglages-là, vous faites. Non, il faut d'abord mettre l'ISO, ça marchera mieux. Je l'ai pas là. Ah, Proxmox 831. Donc on met l'ISO classique. Hein. Je vais supprimer ça pendant qu'il veut bien. Là, on démarre la machine. Et on se retrouve sur cet écran. Vous me direz qu'on. Oui. On reste en NAT. Maintenant que c'est directement sur vos machines, il n'y a plus de liaison avec les serveurs, ça va simplifier un peu les choses. Donc normalement vous vous retrouvez sur cet écran là. Et t'as mis quoi? Regarde si t'as assez de place sur ton disque. Là tu peux enlever
enlève les ESX. Parce que là, je vois que t'as les, je vois qu'ils sont tous toujours allumés en plus. Donc, soit c'était toi, t'avais plus assez de place sur le disque, ou soit t'avais plus assez de mémoire. Comme t'avais tous les 3 ESX qui étaient lancés. Donc voilà, ici, ça va être pour l'installer. Donc, soit en mode graphique, c'est ce qu'on va faire, il prend pas beaucoup de ressources. Sinon, on peut le faire en mode terminal, c'est un peu moins joli. Mais ça se fait aussi. Donc, je vais faire en graphique. Donc là, on se laisse démarrer. Là, on peut s'apercevoir qu'il essaye de récupérer une adresse par le DHCP. Donc ici, bah, classiquement, vous avez la licence d'utilisation. Donc, bah, du coup, vous l'acceptez, hein, sinon vous ne pouvez pas continuer. Ça va, attends. Appuie juste une fois, non? Attends, il dit quoi là? Oui. Fais voir ce que tu as mis comme type de machine. T'as un problème de Facebook, c'est ça? Ah non, non, c'est bien. Et ici, tu l'avais récupéré du site, celle-là, l'ISO. On va essayer de la rebooter. C'est comme s'il avait mal chargé l'ISO, en fait. On dirait. C'est de rebooter pour voir. Ouais, c'est comme s'il ne faisait pas. Oui, quand t'as assez de RAM, ouais, il y a un truc qui avait bugué. Donc ici, après, on retrouve notre disque. Et ici, on a option. L'option, après, ça va permettre de déterminer en fait la partie, on va dire, entre guillemets, système et la partie non système sur lesquelles vont être installées les machines. Mais surtout, ça va nous permettre de choisir un système de fichiers. Donc ext4, c'est ce que je vous avais dit, c'est le système de base des Linux classiques. Mais vous voyez qu'après, si vous cliquez, vous avez plusieurs autres, XFS, ZFS, et là, celui que je suis en train de tester en ce moment, qui a l'air de marcher pas mal, BTRFS. Le ZFS et le BTRFS, en fait, justement, notamment au niveau des serveurs, ont des options améliorées justement pour la gestion des snapshots et la gestion des machines virtuelles. Ils demandent un peu plus de, potentiellement, ils demandent un peu plus de RAM, mais ils ont des options avancées. Bon, là, c'était pour montrer, c'était pour montrer aussi que si vous voulez faire directement le Proxmox qui soit en mode RAID, on peut le faire directement dès l'installation. Alors qu'un Windows, il ne nous propose pas de faire du RAID pour pouvoir installer, pour installer le système dessus, par exemple. Il faut que ça soit géré matériellement avant que Windows intervienne. Alors que là, on peut le faire en live. Bon, ici, pour l'instant, on va pas s'embêter de toute façon pour les trucs. Mais par exemple, de ce que j'ai testé un petit peu là justement avec le BTRFS, a priori, on peut faire du clonage à chaud sans avoir besoin d'éteindre la machine. Mais bon, là pour les bases déjà, on va le faire, on va se laisser en ext4.
Mais c'est pour montrer que si on veut faire, on peut mettre directement le Proxmox sur un RAID. Donc là, bon, on va continuer directement. Maintenant qu'on a choisi notre disque. Ici, le pays. Vous choisissez la France. Comme ça, et normalement, il vous transfère automatiquement avec le bon type de clavier pour être sur un clavier français. Et aussi la zone, comment il s'appelle, de fuseau horaire. Ici, vous lui mettez un mot de passe. Et il faut lui mettre un mail. Vous pouvez mettre un faux mail, hein. Mais c'est juste qu'après, du coup, vous pouvez lui dire que comme ça, il vous envoie des alertes ou quoi, si il y a des choses qui se passent sur le serveur et tout. Comme on aurait pu faire aussi avec le SX. Hein. Mais bon, là, vous êtes obligé de lui mettre un mail, mais vous n'êtes pas obligé de mettre le vrai. Sachant que la configuration d'envoi des mails n'est pas configurée dès la base. Il faut configurer pour lui dire par quel serveur il doit passer pour envoyer les mails. Donc ici, Management Interface, ça va être le port réseau qui va servir pour faire la gestion de l'interface, qui va être en général, c'est celle qui est reliée à Internet. Des fois, ça apparaît pas. Sinon, sinon c'est peut-être que tu n'avais pas le DHCP sur ton NAT. C'est pour ça qu'il l'a pas forcément mis en vert. Mais des fois, il apparaît pas quand même. Hein. Ça peut bugger un petit peu. Ici, bah, vous lui donnez son nom que vous aurez sur son domaine. Donc, soit vous pouvez le laisser comme ça, soit vous pouvez le personnaliser. Par exemple, je pourrais mettre, pour rester un peu comme j'ai fait tout à l'heure, je pourrais mettre proxmox.prof, par exemple. Ici, ensuite, vous lui donnez son adresse. Donc, soit vous utilisez celle que vous a donnée le DHCP, soit vous la changez. Dans l'idéal, c'est de la changer. Dans tous les cas, l'adresse va devenir fixe derrière. Mais si vous ne la changez pas du DHCP, vous risquez d'avoir des conflits à un moment ou à un autre. Comme j'ai eu tout à l'heure où il y avait le 180 qui était en statique et le DHCP me l'a attribué parce que pour lui, il ne l'avait pas encore attribué. Donc là, je mets 10.0.0.10. La gateway, bah, la gateway, comme il y avait le DHCP, bah, du coup, il a récupéré automatiquement la gateway. Bon, si vous voyez que votre adresse est en 169, ça veut dire que du coup, vous n'étiez pas sur votre NAT avait pas le DHCP d'activé. Donc, dans ce cas-là, vous mettez une adresse qui correspond par rapport à vos NAT. Ah. C'est-à-dire, il a donné quoi? Ouais, alors qu'il était sur le bridge, c'est ça? Le NAT? Et ton NAT dans VMware, elle est réglée à quel réseau? D'accord. Par contre, c'est pas. Fais plutôt le contraire. Règle plutôt ton NAT de VMware à 100.0. Ouais. Parce que sinon, ce qu'il y a, c'est que là, tu risques d'avoir un problème à un moment, parce que ton bridge, il est à 1.0 aussi. Donc, tu risques potentiellement d'avoir des problèmes à un moment d'accès. Donc, fais plutôt le contraire, passe plutôt ton NAT à 100. Et du coup, bah, tu lui donnes 192.168.100.2 et pour l'adresse IP de la machine, 192.168. Hein? Oui, ça pourra servir pour d'autres machines éventuellement.
Donc là, bon, assez classique, quoi. Sauf là, l'avantage, enfin, on va dire par rapport à l'ESX, c'est qu'au moins, il vous demande l'adresse IP tout de suite, dès la base, alors que le SX, lui, se met en DHCP d'abord, et ensuite, vous devez réintervenir pour le mettre en statique. Là, il se met en statique directement. Donc, moi, je trouve que c'est pas mal pour la gestion. Au moins, on sait tout de suite quelle adresse on va lui donner, quoi. Oui, normalement, le DHCP a dû te le choper directement. Ah, bah, oui, enfin, il faut mettre la passerelle du NAT de VMware que tu as. Oui. Sachant que de toute façon, on peut le changer après. Oui. Voilà, après, on fait Next. Ici, il vous fait un résumé. Comme ça, vous pouvez revérifier. Et vous dites le nom de l'interface et tout. Donc, on fait tout simplement install. Et puis, à la limite, une fois que vous avez lancé l'installation, à faire la pause. Et on va reprendre après. Donc, du coup, normalement, maintenant, si vous avez ça fini d'installer, vous avez une page noire comme ça qui est apparue avec une adresse IP et surtout un numéro de port. Oui. Ouais. Et donc du coup, après, vous allez sur votre navigateur, vous tapez l'adresse IP et surtout le port. Parce que si vous tapez pas le port, ça va pas. Donc là, du coup, bah, vous arrivez, il va vous dire, comme d'habitude, attention, c'est peut-être pas forcément sécurisé. Bon, vous accédez. Hein? Parce qu'en fait, là, c'est des SSL, des certificats, mais qui sont pas signés par un organisme indépendant, extérieur et tout, qui est relié à Internet. C'est auto-signé, en fait. C'est bon. C'est-à-dire que c'est directement l'entreprise elle-même qui l'a signé, mais comme c'est pas une signature reconnue à un niveau supérieur, un truc officiel et tout, c'est pour ça qu'ils disent que potentiellement c'est pas, ça peut être quelqu'un qui essaye de faire une arnaque en mettant un autre certificat à la place. Ouais. Et normalement, faut payer. T'as bien mis les deux points. Essaye sans le S des fois. Euh, IPA, on va dire l'adresse IP. Pour voir. Dans les oui, là, le il passe en sur l'adresse sur laquelle tu as mis.
que le NAT correspond bien à l'adresse qu'il t'a donnée. C'est moi qui l'ai. Ouais. Là, logiquement, ça marche plus. Donc là, revérifie le NAT qui est dans VMware, si ça correspond bien à la même NAT que tu as donné. C'est toi qui m'avais donné. Ah oui, parce que tu as mis potentiellement tu risques d'avoir un conflit parce qu'en fait ta machine à toi elle est déjà en 1 aussi. Ouais. Oui. Non, parce que la tienne oui. Donc là tu as un problème. Ok. Donc du coup, on va modifier un petit truc avant parce qu'il y en a. Il y a des petits. Oui. Oui, donc là c'est pareil, tu vas changer ton NAT ici. Ok, et donc je vais le réexpliquer du coup. Pour ceux qui ont le problème d'adresse là, ou parce que le NAT ne collait pas, ou que vous êtes retrouvé en 1, c'est pas grave, on va modifier un petit peu. J'en profiter pour montrer. Alors du coup ici, on va dans l'interface directe. Le login, ça sera root. Et le mot de passe, ça sera le mot de passe que vous avez donné tout à l'heure. Donc du coup, si jamais vous voulez changer, soit parce que là vous avez une erreur, ou que par la suite vous voulez changer votre Proxmox de réseau, vous devez du coup changer l'adresse IP. Donc du coup, il y a deux éléments à retenir, il faut savoir où est-ce que vous devez le changer. Donc là, il faut besoin de mettre la loupe, je pense peut-être un peu, ça ira mieux. Voilà. Ah. Ça n'était pas le bon bouton. C'était celui-là. Donc ici, on va aller dans faire un nano /etc /host. Ça, c'est le premier fichier qu'on va modifier. Ça, je vous le montre. Si vous avez la bonne adresse, que vous avez déjà la page de web, c'est pas la peine de le faire. Mais je vous le montre si pour d'autres fois, il y a besoin. Mais ça, c'est surtout pour ceux qui ont besoin de rechanger l'adresse. Donc, nano etc host. Il n'y a pas besoin du sudo parce qu'on est déjà en route. Et ici, vous allez mettre la nouvelle adresse. Ouais, mais c'est pas c'est juste que c'est l'icône qui est morte. Donc là, ici, sur la deuxième ligne, vous allez mettre l'adresse que vous allez utiliser pour votre Proxmox. C'est-à-dire sur le nouveau NAT que vous avez réglé. Donc par exemple, si vous êtes passé sur 192.168 100 quelque chose, vous allez mettre 192.168 100.100 par exemple, ou 100.10. Donc là, ton NAT, il est en quel... dans VMware, il est dans quel numéro? Donc ça va être le premier fichier à changer. Là, il est important de changer celui-là si vous changez d'adresse, parce que du coup, quand vous allez lancer la page Internet, lui, il va vérifier justement le nom d'hôte relié à l'adresse. Donc si ça colle pas pour lui,
il va pas vous afficher la page. Pour valider, donc vous quittez, vous enregistrez. Donc vous êtes dans Nano, donc c'est comme d'habitude, CTRL X. Et ensuite, Yes. Donc ça, c'était la première chose à faire. Ne pas oublier de changer l'adresse IP de l'autre. Puisque lui, il fait un DNS par rapport à ça pour afficher correctement la page. Le deuxième maintenant, c'est pareil, nano / etc. / network / interface. Vous allez zoomer un peu plus ou pas? Parce que ici nous sommes sur Debian, donc il n'est pas dans le fichier netplan. Il est dans etc network sans S / interface. Et ici, du coup, vous voyez VMBR0, ça va être le nom de l'interface utilisée par VMware. Donc là, du coup, vous mettez la même adresse que vous avez donnée dans le host. Et n'oubliez pas aussi de changer du coup la gateway par rapport à la gateway du nouveau NAT que vous lui indiquez. Donc là, pareil, une fois que vous aurez fait les modifications, vous enregistrez. Mais donc oui, entre l'Ubuntu et le Debian, le fichier qui gère la configuration du réseau n'est pas au même endroit. C'est pas le même programme qui le gère. Non, oui. Pour aller ici, tu tapes, hop, je te la remontre. Nano etc network interface. Donc si vous avez plusieurs interfaces, vous allez les trouver dans ce menu-là aussi. Si vous aviez plusieurs cartes réseau. Ici, bon, il n'y en a qu'une. Hein? Après, faut recharger. Donc là, le plus simple, comme vous venez vraiment de tout changer et tout, c'est directement vous faites un reboot. Pour finir la configuration. Comme ça, vous êtes sûr qu'il affiche la bonne adresse et tout quand il redémarre normalement. Non, sur Ubuntu, oui, c'est netplan apply. Sinon, si vous voulez pas rebooter, c'est systemctl restart network. Networking. C'est la commande qui fait la même chose que le netplan apply. Mais au moins comme ça, vous voyez directement qu'au reboot qu'il a normalement, il est censé avoir bien pris la bonne adresse aussi en changement en haut, normalement. Si ça n'a pas mis, regardez quand même, loguez-vous et faites un IPA. Mais normalement, c'est censé réadapter. Pourquoi il a mon numéro de téléphone? Mais de toute façon, là, Mon numéro de téléphone. Ah, ça, c'est pas mal. C'est ça, donc, il y a des infos dans un combien de personnes il a envoyé jusqu'ici?
changé, c'est que de façon. Et là, tu vas changer la pastel, tu vas la mettre à mode. J'avais justement dit ça marche. Oui, il faut le faire. Il faut bien le 8006, sinon ça passera pas. 80. Donc c'est bon. Donc c'est bon pour tout le monde pour la phase web. Tape avec les deux tirets. 2 points. C'est là, 806. Oui. Donc effectivement, si vous êtes sur la page d'accueil, vous pouvez le passer en français. Non, ça existe, oui, c'est deux. Sauf si tu l'as changé. Sauf si tu l'as changé dans les par défaut, normalement, donc après, l'utilisateur, pour vous loguer, si vous êtes arrivé sur la page internet, c'est root et le mot de passe que vous avez. Ça justement, en fait, c'est le fichier qui te permet de gérer l'adresse de ta machine. C'est comme dans ton serveur que tu mets en statique. Donc là, c'est le fichier qui te permet de gérer en fait, le host, c'est le fichier qui intervient avant le DNS. Donc lui, en fait, quand tu vas taper ça, il va vérifier le nom du Proxmox s'il le retrouve bien dans ce fichier-là. Donc si les deux adresses ne collent pas, il risque de ne pas t'afficher la page web. C'est pour ça qu'il faut toujours changer les fichiers simultanément.
Oui, il faut changer celui-ci, là tu viens de changer, et le fichier poste aussi. Oui, c'est ça, mais du moment que c'est la même adresse que tu as indiquée dans les autres, c'est bon. Non, ah d'accord, d'accord, ok, il n'y avait pas besoin de leur changer. Mais voilà, c'est au cas où, si besoin, tu as besoin de leur changer de réseau pour une autre, et que tu ne veux pas le refaire, tu peux faire les deux. Oui, mais après, du coup, il faut revenir dans ces deux fichiers-là pour si là, par exemple, si tu l'as fait en bridge à la base, c'est ça. Ah oui, ici. Non, je vais l'expliquer. En fait, là, ce qu'il appelle le bridge, c'est l'équivalent du vSwitch 0. Donc, c'est pas le bridge en tant que tel, comme on l'entend dans VMware, dans la gestion. C'est l'équivalent, en fait, en gros, du switch. Le bridge, c'est pour ça qu'il fait toujours forcément un bridge. Après, il n'appelle pas par le nom de l'interface réseau. Il appelle toujours par ce. Fais un va dans Edit, dans Max VMware. Tu vas voir Max ici, en haut. Va dans les cartes réseau de ta machine physique. Ouais. Donc ça, il a pris en compte, c'est un clic droit là. D'accord, ok. On va voir ici. Donc tu avais bien l'adresse, tu avais bien mis 2.4.0, c'est ça. Tu avais tapé ici, dans ton navigateur. Ouais. Alors, ah, peut-être la version 90. Et à mon avis, là, ça se trouve, lui, il est. Moi, j'ai mis 0 ici. Ouais, donc voilà, c'est pour ça. C'est parce que t'es pas pour lui, t'es pas dans le même réseau. Les machines ne sont pas dans le même réseau. Je pense que c'est ça.
Est-ce que j'essaye? Non, non. Non, elle devrait pas besoin. Parce que la passerelle, maintenant qu'il a remis au bon niveau. Recevoir le fichier export ici, quoi que tu as modifié. Non, non, dans la machine. Là, le log. Donc éventuellement, commencer éventuellement à naviguer un petit peu, à voir ce que vous pouvez espérer, ou quoi pour ceux qui sont déjà logués, pour que je finisse. Tu peux taper nano/tc/host. C'est déjà. TC. Non. Host avec un. Ça c'est bien ton adresse. Ok. Copier. Voilà. Et maintenant nano/tc network interface. Non, pas dans slash interface. Ah, parce qu'ici tu l'as pas changé. Là, il faut que tu fasses à 200. Et que la passerelle, tu la mets à 200.2. Parce que ça, en fait, ce fichier-là, c'est ta configuration de ta carte réseau. L'autre, c'est juste un raccourci pour faire un. C'était ça. Bon, après, c'est pas forcément c'est de retenir les adresses. Ça va, c'est pas mal. Il y a cette adresse. À quel point il y a un problème? Non, il a fallu que tu fasses STL restart networking sur boot de machine. Sur boot de machine. Non, il fait reboot. Tu as pris boot. Ah non, non, ça devrait être fait. Attends, je revérifie. Hein? Je revérifie quand même. Bah, après, je vais montrer, il y a plusieurs façons pour installer l'ISO. Hein? On peut installer Docker, soit sur la machine directe, soit sur une autre machine, une VM. Donc, hop, je regarde ça. Alors, est-ce que mon NAS est toujours allumé? Ah, bah, il n'y a plus de carte réseau, donc j'ai perdu ma connexion, donc forcément ça aide pas. Pourtant ma carte réseau est là. Oui, il m'a pas mis d'adresse. Bon, je vais le reboot et on va voir s'il y en a une. Sinon, on va avancer. C'est pas grave.
Et demain, on fera le tri. Je te le remettrai demain pour faire que tu fasses le tri et que tu... donc, reboot, c'est 10. Yes. On verra bien. Ok, donc normalement, tout le monde a pu accéder, c'est bon, à la page. C'est bon? Non, il y a 40 0, tu pourras pas. Mais c'était la route. Oui, mais là, regarde la date que tu as dans ton profil. Ça a mis 40. Oui, donc c'est vrai que c'est pas 40 0. Là, c'est pas le subnet qui l'attend, c'est l'adresse IP de la machine. Donc là, tu mets par exemple 40.10, par exemple. Alors, Ouais, Ryan, il est parti. ici, on fait des panneaux. Ça va permettre. C'est quoi ton IP déjà? C'est quoi ton mot de passe? Wow. Il a pas compris, lui. Il croit qu'il se vient sur toi. Je suis loin, les gars. Il a vu. Est-ce que tu as changé dans le fichier post ou pas? J'avais changé avant, c'était ça. Avant de rebooter, tu changes dans le fichier post pour mettre à 40 points. Donc là, on va descendre et on a dit combien? 20, ça va pas se faire. Donc là, on enregistre. Et là, on va dire. Normalement, là, ça fait plus. Donc, ouais, là, tu leur mets son adresse, Canyon.10. Non, localhost, tu n'y touches pas. C'est pour la boucle locale. C'est pas la peine d'y changer. Y. Parce que là, tu as yes. Voilà. Et non, tu peux directement reboot. Comme ça fait un reboot propre. Vas-y, restez maintenant, ça fait l'internet.
Vas-y, Ryan, teste maintenant, s'il veut bien. Pas dans ton net. Ah ouais, il faut que je mette sur le net. Ouais. Normalement, t'es déjà sur le net. Non, mais je crois que le net, c'est même pas le net. Ouais, donc là, tu le fais. Et là, ici. C'est parce que t'es pas en 24. Enfin, normalement, t'es en 24. Il faut pas mettre Je mets pas en 10. Là, t'es bien sur le. Je mets en 10. Essaye. Je laisse sur 0. Non, là, tu laisses à 0. Ça, c'est l'adresse subnet, c'est l'adresse de réseau. Donc, ça t'a payé. Voilà, là, c'est par défaut, il est désactivé. Ah, attends, ils sont ou 200 oui. Non, 200. Parce que du coup, ici, toi, tu habites dans l'ascension et tu n'as pas se en 200. Donc, à côté d'eux, Oui. Ah, normalement, J'ai on vraiment va. dit. Il va regarder en souriant, moi j'ai rien compris. Et je lui dis, regarde. Je lui dis, j'arrive à ce paquet de petits Kinder. Il est assis sur le paquet de Kinder. Je lui dis, c'est moitié prix. Comparé à ce que t'achètes 10 Kinder à 1 euro. Répète ce film. Non, mais j'ai compris que la fin, j'ai pas compris le début. Je lui dis, j'arrive à ce paquet de 10 Kinder. Ouais. Ouais, c'est vrai. Il me dit, c'est cher. Non, j'ai pas compris la phrase. C'est pas logique, déjà aussi. J'ai pas compris. Ah oui. Ok. C'est bon. Tout le monde a le truc. Donc pour la prochaine fois, faites bien attention à mettre directement la bonne adresse du NAT. Ça vous simplifiera les choses. Okay. Donc du coup, si vous avez vu, effectivement, vous pouvez le passer en français sur la page d'accueil. Hein? Donc là, du coup, je vais me mettre en français. Par contre, il faut le changer avant de mettre votre nom d'utilisateur et mot de passe. Parce que quand vous changez la langue, il rafraîchit la page, donc il vous enlève votre mot de passe et votre nom d'utilisateur.
Donc ici, je vais faire route et le mot de passe. Donc ça, a priori, pas de souci. Si vous faites enregistrer le nom d'utilisateur, bah, il va enregistrer le dernier mot de passe, le dernier nom d'utilisateur, mais pas le mot de passe, par des raisons de sécurité. Et après, on voit qu'il y a marqué royaume, c'est parce qu'il y a deux possibilités de créer des utilisateurs, soit des utilisateurs pour Proxmox et la gestion des machines, ou directement des utilisateurs du Linux Debian qui vont servir pour la gestion. C'est juste que du coup, il y en a les classiques qui vont se gérer dans le Linux PAM standard, comme on est en train de faire là, et les autres qui sont créés juste pour l'interface et tout, ça sera l'autre royaume. Donc ça, c'est juste ça sert juste pour de la gestion d'utilisateur. Majoritairement, c'est vous mettez sur Linux PAM. Donc ici, bon, il vous dit que vous n'avez pas d'abonnement validité, parce que effectivement, il y a des paquets plus récents et tout qui peuvent être mis en jour avant ceux qui n'ont pas de souscription. Mais bon, pour la plupart des utilisations, ça marche déjà pas mal. Comme tout à l'heure, vous retrouvez en bas les différentes tâches qui sont en cours ou qui sont finies. Donc comme ça, vous pouvez facilement retrouver les informations. Et ici, vous retrouvez un peu comme tout à l'heure. On retrouve le centre de données dans lequel on est. Tout à l'heure, on avait dû le créer. Et ensuite, on trouve notre bâtiment qui va correspondre qui va correspondre à notre serveur lui-même. Donc ensuite, si on déplie notre serveur, on trouve ça, c'est pour de la gestion de réseau, mais c'est une nouvelle version. Là, je le connais pas encore trop sa gestion, mais on verra la classique déjà. Et ensuite, vous voyez que vous avez deux disques durs. Vous avez un premier qui s'appelle local. En fait, c'est dans celui-là où on va mettre les différents ISO et tout, mais juste le stockage en fait des ISO. Et les machines iront dans l'autre, dans le local LVM. Et du coup, par la suite, si on veut rajouter des disques ou autre, on peut rajouter des différents éléments de stockage, notamment en gérant soit en agrandissant celui-là, si on rajoute un groupe LVM, qu'on avait vu où on pouvait rajouter du coup des disques pour étendre des zones, ou en réajoutant des disques indépendants également. Donc déjà, la différence entre les deux, c'est que celui-là, s'il n'y aura pas de machine, il y aura vraiment les bases et les ISO. Et dans l'autre, il y aura vraiment toutes les machines qui vont se mettre dessus. Après, du coup, vous avez des boutons qui restent ici en permanence, quel que soit le menu, pour aller à de la documentation. Normalement, elle n'est pas en français, je crois qu'elle doit être en anglais. Vous avez le bouton pour créer une VM, donc classique, avec son ISO, un système entier. Et vous avez une option qui n'était pas dans l'ESX, mais qui est intéressant, et qu'on va voir, c'est créer un conteneur. C'est-à-dire qu'en fait, ça va nous permettre de déployer des Linux et des applications Linux de façon ultra rapide, puisque au lieu d'installer tout le système, il va utiliser une partie du noyau, c'est-à-dire qu'il va utiliser le noyau de Proxmox pour faire tourner toutes ces petites machines indépendantes. Donc ça fait qu'il n'y a pas besoin de recopier tout le système et d'avoir un noyau dans chaque conteneur. Le noyau est partagé en fait entre la machine principale et le conteneur, ce qui fait gagner énormément de place. Il y a des petites limitations sur certains éléments, mais ça fait quand même gagner pas mal de place, et on va voir tout ce qu'on peut déployer à partir de cette méthode-là. Et l'autre, du coup, vous avez du coup pour créer une VM, c'est ce qu'on va voir un petit peu après. Donc maintenant, comment ça s'organise? Du coup, vous avez votre serveur en lui-même, et quand vous cliquez dessus, vous avez différents éléments pour rechercher des choses à l'intérieur. Vous avez, ce qui est intéressant, un résumé. Le résumé vous montre
le nombre de processeurs que vous avez et la charge au total de ces processeurs-là en accumulant toutes les machines virtuelles. Donc on voit la mémoire aussi, son taux d'utilisation. Là on voit que le système ne prend qu'à peine même pas 1,5 giga de RAM, ce qui est très léger quand même. Et vous retrouvez votre espace disque. Donc comme ça, vous pouvez avoir tout de suite un état de santé de votre serveur, tout à la fois, et vous avez de l'échange de swap. Et en fait, cet échange de swap, en réalité, ça va être de la mémoire qui, en fonction de l'utilisation des machines, vous allez pouvoir l'utiliser et la redonner à d'autres machines qui auraient besoin de plus de mémoire temporairement. Et s'il y a une machine qui n'a pas besoin de mémoire, et bah du coup vous allez pouvoir lui dire descends jusqu'à 512 mégas et au pire je t'en donnerai si tu refonctionnes et que tu as besoin à nouveau de mémoire. Donc il va optimiser la RAM dans une certaine mesure en fonction de ce qu'on lui aura donné, mais assez facilement on peut du coup faire des choix de RAM, parce que souvent ce qui bloque dans un serveur, c'est pas forcément le processeur, les nombres de processeurs, ça va être plutôt la mémoire. La mémoire elle est un peu moins souple, on va dire, mais avec les outils qu'il a intégrés, vous pouvez facilement le faire. Ensuite, vous retrouvez la référence du processeur, vous retrouvez le noyau actuel, et après vous avez des graphes où vous pouvez voir sur l'heure l'utilisation du serveur, là c'est l'utilisation, la charge totale. Ensuite on a la charge totale, la charge du serveur lui-même, la mémoire, donc on voit que là il n'y a quasiment rien d'utilisé sur les 12 qu'on a mis, et le trafic réseau également pour voir s'il n'y a pas trop de téléchargements qui se font et qui ne seraient pas forcément logique qu'il y ait. Et donc là on peut le voir ici sur l'heure, mais après on peut voir sur le jour, sur la semaine, sur le mois, sur l'année. Sauf que par exemple avec ESX, si on voulait voir sur plus qu'une heure, il fallait avoir vCenter. Ici il n'y a pas besoin, c'est directement intégré. Là on peut revenir sur une année complète pour voir ça permet de voir s'il y a eu des périodes de pointe et tout. Si justement il y a eu des périodes de pointe, peut-être prévoir des serveurs un peu moins puissants mais temporaires pour faire la transition pour faire ça. Donc là vous avez vraiment des résumés très rapides à trouver. Là vous pouvez vous mettre des notes soit pour vous, soit pour les collègues et tout. Si il y a plusieurs personnes qui travaillent sur le serveur, au moins vous pouvez mettre des notes et tout pour dire j'ai fait tel truc et tout. Au moins vous les avez directement sur le serveur. Ensuite vous avez le shell, parce que du coup là vous allez pouvoir taper des commandes et tout comme dans un vrai Linux, plus des commandes qui sont normalement spécifiques à Proxmox. Et d'ailleurs on va en taper une. PVE update. Parce que ça nous permettra justement de voir normalement plus de conteneurs si on est bien connecté à Internet. Et ce qui est donc là c'est les paquets. Alors est-ce que j'ai bien accès à Internet? Oui. Donc en fait là c'est la commande apt, quand il a voulu faire la commande apt update via le pv update qu'il n'a pas aimé. Donc c'est pas grave, de toute façon on va la refaire après la commande apt update, puisqu'il y a un petit élément à régler. Mais voilà, avec le shell en tout cas vous allez pouvoir taper n'importe quelle commande, les pings et autres. Je suis pas sûr qu'il soit activé de base.
Oui, parce qu'en fait, justement, c'est pour ça que je vais dire qu'on le fait après, parce qu'il y a de base, vous avez des repositories où vous n'avez pas droit d'accéder, puisque c'est des repositories qui sont réservés si vous avez la souscription entreprise. Donc, je vais vous montrer comment on le gère. Donc après, dans le système, bon, là on voit les différents services. Normalement, vous n'avez pas besoin spécifiquement d'y passer. Ce qui va nous intéresser là en dessous, c'est le réseau. Puisque ici, vous voyez VMBR comme élément. Et à côté, il y a marqué Linux Bridge. Donc en fait, on m'a posé la question tout à l'heure, je vais répéter du coup le résultat. Vous pouvez vous baser à la base que VMBR égale vSwitch. Donc VMBR 0 égale vSwitch 0 quand on était sous ESX. Donc là, après, on va voir qu'on peut rajouter d'autres ponts pour les mettre sur d'autres réseaux et comme ça isoler des machines en fonction de ce qu'on veut, soit les garder après isolés, soit les relier via un PSNS par exemple. Donc à côté, bah, vous trouvez l'adresse de votre machine. Là, vous voyez, oups, le 10.0010, ça c'est l'adresse de votre machine, et la passerelle. Donc si jamais à un moment où vous avez mis le truc, que vous n'avez pas mis la bonne passerelle, au moins c'est pas grave, vous pouvez la rectifier. Du moment que l'adresse IP était bonne et que vous aviez accès à l'interface, vous pouvez la modifier. Si jamais, par exemple, je rajoutais une autre carte réseau, je pourrais lui dire de viser cette carte réseau ou d'associer une carte réseau physique à un autre bridge. Donc c'est assez simple à gérer les réseaux, au moins directement on met le réseau qu'on veut et comme ça on peut faire vraiment des choses séparées après sur lesquelles qui vont nous servir de switch. Et encore ça c'est la version on va dire simple. Et là il y a une version qui viennent de mettre dedans il n'y a pas longtemps que j'ai pas regardé, qui va permettre de faire des éléments encore plus poussés au niveau des switches et du réseau et même du routage. Parce que peut-être certains auraient entendu parler d'Open vSwitch, qui est en fait plus ou moins un système de switch en fait, qu'on peut retrouver soit dans des trucs du commerce ou soit en tant qu'ISO à part. Et du coup maintenant ils l'ont intégré directement dans leur gestion. Mais là pour l'instant on va rester sur le plus simple avec les bridges classiques. Et on peut même lui dire directement de créer des VLAN aussi, en plus de rester sur le même bridge, mais de mettre des VLAN. À l'instar un peu des groupes de ports. Mais il n'y a pas forcément besoin de gérer autant les groupes de ports comme on avait besoin de le faire dans le ESX. Donc c'est ça un des éléments où ça peut vous intéresser, c'est de venir ici. Et si jamais vous faites des modifications, il ne faut surtout pas oublier d'appuyer sur le bouton appliquer la configuration. Donc, de toute façon demain on rentrera un peu plus dans le détail pour faire des choses, mais déjà au moins comme ça que vous ayez bien l'architecture. Bon, les certificats, c'est si on veut en rajouter à la main, là on va pas s'en occuper. Ici, si jamais vous avez fait une erreur dans votre DNS ou que par la suite vous modifiez des choses et que vous modifiez le DNS, vous pouvez le modifier ici. Toujours dans Système, DNS. Vous allez pouvoir du coup changer le DNS. Ensuite, bon, host, c'est un raccourci vers le fichier host. Donc du coup, si jamais vous changez votre adresse, bah, au moins vous avez directement le raccourci vers ce fichier-là en plus. L'autre, le fichier, le
Quand on est dans réseau ici et qu'on fait des modifications, il va directement écrire le fichier /etc /network/interface. Là, vous avez changé votre adresse IP. Il ira écrire directement ce fichier-là pour vous. Mais il ne faut pas oublier du coup de changer l'autre. Ou si après, pour des machines, bah, vous créez des autres particuliers que vous voulez que ça soit reconnu directement par le Proxmox, vous pouvez le mettre ici. Bon, normalement, on va pas spécialement l'utiliser, mais c'est à savoir que le fichier host, vous avez directement raccourci à partir de l'interface. Parce que sinon, si vous modifiez votre adresse dans le network, mais vous oubliez de changer le fichier host, du coup, la page risque de ne pas s'afficher correctement. La page de gestion ici. C'est pour ça que je vous dis bien de bien changer toujours les deux fichiers simultanément. Mais bon, normalement, si vous, une fois que vous avez fait la bonne installation, il n'y a pas besoin de rechanger l'adresse IP. Bon, des options, ça c'est en plus. Si on peut activer dans l'option, on peut activer le Wake Online pour le réveiller quand il reçoit d'une adresse MAC. Bon, ça c'est pas... L'heure, bah, c'est pour régler, pour être sûr que votre serveur soit bien à la bonne heure, parce que sinon, il peut toujours y avoir des problèmes de synchronisation. Surtout avec un cluster. Journaux système, bah, vous voyez un peu tout ce qui se passe. Déjà, donc ça vous permet de faire de la surveillance un peu de différents éléments. Et après, du coup, on arrive aux mises à jour. Donc là, bon, on voit qu'il a trouvé des mises à jour. Mais effectivement, si on fait un apt update, ah oui, si vous voulez avoir un autre un shell sans avoir besoin de revenir dans le menu de tout à l'heure, vous voyez qu'ici en haut, vous avez un bouton qui s'appelle shell. Et ça vous ouvre directement le terminal. Donc si vous faites apt update, vous allez voir qu'effectivement il y a des éléments où vous n'aurez pas accès. Il va quand même prendre des updates, mais il y a des éléments qu'il ne va pas prendre parce que c'est des éléments réservés à ceux qui ont pris une souscription. Maintenant, admettons quand même que du coup, on n'a pas envie d'avoir ces messages d'erreur. Bon, ils sont pas gênants, mais si on n'a pas envie, on peut tout simplement les enlever. On va ici dans les dépôts. Donc, est-ce que vous vous souvenez bien ce qu'étaient les dépôts, comme je vous l'avais expliqué? Est-ce que quelqu'un peut leur dire qu'est-ce qu'un dépôt? Ou repository, en anglais. Non? Ça vous parle quand même, comme terme au moins. Donc, du coup, les dépôts ou repository, ce sont en fait les liens où sont stockés les fichiers de mise à jour. En gros, c'est l'équivalent du site vers lequel Windows va chercher les updates dans votre machine. Quand vous lui demandez de faire une update, il va chercher un élément spécifique, un endroit spécifique où sont stockés les différents fichiers de mise à jour. Là, c'est l'équivalent. C'est les sites sur lesquels il va chercher les mises à jour. Donc ici, vous voyez, vous avez toute une liste et dont deux lignes qui s'appellent entreprise. Donc ces deux lignes-là, tout simplement, on va cliquer dessus et on va faire désactiver. Ça, c'est la première chose. Comme ça, au moins, quand vous ferez votre mise à jour, vous n'aurez pas les messages d'erreur au niveau de l'update. Et si on veut aller plus loin, on peut faire ajouter. Et ici, on a toute une liste de dépôts, dont un dépôt qui n'est pas activé par défaut, qui s'appelle
non-suscription. Donc si on veut, on peut ajouter celui-là. Ou après, mais par contre, là c'est vraiment pour des tests, il y a même un repository test. Donc c'est-à-dire avec des programmes en version bêta et tout, des versions qui sont pas forcément stabilisées, qui peuvent avoir des erreurs. Donc là, on va juste rajouter le nom souscription et ajouter. Et maintenant, si on revient dans mise à jour, on fait un rafraîchir. Et on voit qu'on n'a plus les erreurs. Puisque comme on a retiré les repositories, les dépôts entreprises, on n'a plus l'erreur. Oui. Parce que là, du coup, tu as déjà un truc qui est en cours. Là. Un nouveau truc ici. Voilà, parce que là, il est déjà en train de faire. Stop. Parce que là, il avait déjà en fait la même tâche qui était en train de travailler. Donc, il peut pas faire les deux. Il peut pas faire deux updates à la fois. Donc là, maintenant, tu peux relancer ta commande. Tu devrais voir. Ouais, mais c'est juste que là, du coup, tu as un problème avec Internet. On va voir si on retrouve rapidement. 40.2. C'est bien ça ta passerelle ici. 40.2. DNS. Ah voilà. Oui. Donc là, tu mets la même que ta passerelle. Oui. 192.108, je sais pas combien, .2. Parce que là, du coup, c'était ton DNS qui posait problème. Alors. Et donc après, ben là, on va pas le faire à la seconde, on le lancera demain matin. Il nous suffit après de faire mettre à niveau pour pouvoir lancer l'update, enfin l'upgrade de notre serveur. Comme si on faisait en fait, il lance directement la commande apt upgrade. Donc directement, on a quand même une interface simple pour gérer nos mises à jour. Donc vous pouvez quand même le faire avec les lignes de commande, mais du coup lui il le fait directement à partir de l'interface graphique pour vous. Quand on veut mettre à niveau, du coup, il nous ouvre. Oui, c'est ça. Et après il va te faire un upgrade normalement. Ouais, c'est ça. Il fait l'équivalent d'upgrade. Donc voilà. Donc après le pare-feu, on reviendra. Faut que je revérifie là quelques trucs, ils ont changé des choses, donc on reviendra plus tard dessus. Mais à partir d'ici, en gros, on va pouvoir créer des règles de pare-feu dans tel ou tel sens pour bloquer des accès directement au centre, au serveur lui-même. Mais après, on peut aussi le régler au niveau de chaque machine. Ensuite, niveau des disques, bah là, il va vous afficher tous les disques que vous avez. Donc, vous allez pouvoir les initialiser et tout, et les préparer pour les ajouter à différents types de stockage. Et après, on retrouve les différents types de stockage derrière qu'on aurait pu faire. La réplication, donc ça ça va servir justement pour de la haute disponibilité, pour répliquer des machines sur un autre serveur. Ici sur Proxmox, ils appellent pas ça des hôtes, contrairement à ESX, ils appellent ça des nœuds ou nodes. Chacun a un petit peu son terme, mais ça, faut savoir que si à un moment dans des tutos, des choses comme ça de Proxmox, ils vous parlent de node ou de nœud, c'est-à-dire c'est un deuxième serveur Proxmox.
Et de toute façon, non, un deuxième Proxmox en général qui est en cluster avec. Il fait pas la réplication sur des Proxmox qui sont pas dans le cluster. Et après, ben, vous trouvez l'historique des tâches. Donc là, parce que là, vous avez un certain nombre de tâches. Mais après, ici, ben, vous trouvez vraiment toutes les tâches sur une certaine période. Et vous pouvez même faire des filtres pour voir de telle erreur, de telle date à telle date, selon des tâches faites par un certain nombre, par un certain utilisateur, voire par rapport lié à une certaine ID de VM ou de conteneur. Donc voilà, là c'est pour les trucs, c'est plus pour l'administration, cette partie-là, puisqu'on est vraiment à la racine du nœud. Mais il y a quelques trucs qui peuvent toujours être intéressants, surtout le résumé, pour voir un peu le résumé de toutes les machines. Voilà, donc là du coup maintenant on a fait notre update. On va mettre une petite ISO, comme ça on va voir comment ça se met. Donc là ici on va voir qu'on a deux possibilités. Donc déjà il faut aller dans local et image ISO. Donc du coup on a téléversé. Donc là en fait il va nous afficher notre navigateur de fichiers pour aller chercher l'ISO en question. Chose assez classique. Sauf que là il n'y a pas d'histoire de créer une banque de données, de créer un répertoire dans la banque de données pour dire dans quel répertoire on le met. Lui il va directement le classer dans un répertoire spécifique du serveur. Donc ici, bon, si je clique dessus, il me demande de choisir un fichier. Donc là, après, bon, je vais chercher un truc. Qu'est-ce que j'ai écrit petit là? Pas trop gros. Bon, allez, même, je vais prendre le... Bon, tiens, je vais prendre le Windows 11. Bon, il est pas... Quoique non, il va être un peu long, lui. On va voir la vitesse. Normalement, en général, lui, il envoie assez rapidement. Par rapport à l'autre jour au pfSense. Mais bon, là, on est à l'intérieur du VMware, donc je sais pas, on va voir. Ouais. Normalement, non. S'il ne te marque pas spécifiquement qu'il est conseillé de rebooter, normalement, il n'y a pas besoin. Ah, ils ont mis. Please consider rebooting. Oui, mais c'est pas obligé de le faire tout de suite. Tu le feras demain matin ou tout à l'heure. Donc voilà, bon, ça, il était bien parti. Il était bien parti. Bon, c'est pas grave, je finirai de le transférer demain. Donc ça, c'était la première façon. Maintenant, vous avez téléchargé depuis l'URL. Donc là, par exemple, je vais chercher Windows 11 ISO. Directement, du coup, sur le site de Microsoft. Je demande, du coup, une ISO multilangue. Je choisis la langue. Enfin, multi-édition, pas multilangue. Je confirme. Et ici, du coup, là, il va m'avoir créé un lien de téléchargement. Donc là, si je clique dessus, il va me télécharger mon lien. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer pour enregistrer le lien qui permet de télécharger. Copier l'adresse, pardon. Je n'avais pas cliqué sur le bon. Donc je copie l'adresse du lien et je reviens dans mon Proxmox. Ouais. Du coup, tu n'es pas obligé de passer le fichier sur ta machine, tu le passes directement d'Internet à ton Proxmox. Ça va prendre du stockage sur le Proxmox, non, comme si tu avais envoyé ton ISO à partir de ta machine,
Mais toi, sur ta machine physique, ça va rien prendre. Donc là, ensuite, vous collez le lien, votre URL de requête pour qu'il vérifie. Et là, vous voyez bien qu'il a bien trouvé Windows 11 24.02 French 64 ISO. Et là, on n'a plus qu'à faire télécharger. Et là, il télécharge à la vitesse du réseau, peut-être un peu moins vite en fonction des trucs, mais au moins ça vous évite de le télécharger et ensuite de le réuploader sur le Proxmox. Vous pouvez directement uploader du site et vous envoyer. Bon, le seul inconvénient, c'est que pendant qu'il est en train de télécharger, vous pouvez pas, vous n'avez pas accès aux autres éléments, et si vous fermez, je crois que ça coupe. Bon, il me semble là. Non, c'est bon. C'est bon, ça coupe pas. Mais à une époque, je crois que au début que j'avais commencé à m'en servir, ça coupait. Donc ici, voilà, comme ça, vous lancez le téléchargement et vous pouvez commencer à préparer autre chose pendant ce temps-là. C'est-à-dire qu'on va pouvoir commencer à préparer l'ISO, à préparer la VM, pardon, dans laquelle on installera le Windows 11. Donc, ça, c'est quand même pratique de pouvoir télécharger directement sur le serveur, sans avoir besoin de passer par notre machine ou quoi. Au moins, on gagne du temps sur le transfert, parce qu'au moins, il le charge tout de suite au bon emplacement. C'est pas négligeable. Donc après, là, j'ai fermé ma fenêtre. Maintenant, je veux savoir où ça en est. Ici, vous voyez que vous avez une tâche qui s'appelle télécharger. On fait tout simplement un double clic. Et ça nous rouvre la tâche. Et on voit que là, j'en suis à 80%. Donc on voit que ça va quand même assez vite. Et que ça va plus vite à la limite que de faire l'upload de tout à l'heure que j'avais commencé. Ouais, ça va plus vite.